Très bien. Alors, nous allons entendre cet après-midi donc Philippe Guillemant. Bonjour à tous, bienvenue si vous arrivez. Philippe est ingénieur physicien au CNRS, diplômé de l'École centrale de Paris. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle, de la théorie du chaos notamment. On espère que son intelligence n'est pas artificielle. Je fais toujours la même blague, mais bon. L'intitulé de sa conférence, c'est la rétro-ingénierie des phénomènes extraordinaires. Alors, rétro-ingénierie, ça veut dire qu'on part du phénomène et qu'on essaie de comprendre quel est le mécanisme derrière, quelle est la logique à l'œuvre, la physique en l'occurrence, qui est à l'œuvre. Philippe est l'auteur de 2 livres, dont le second que j'ai co-signé avec lui, donc La route du temps et La physique de la conscience. Alors, il va nous parler donc des témoignages extraordinaires qui concernent des phénomènes comme les observations d'OVNI, donc les expériences de mort imminente, les expériences de sortie du corps, ou encore les expériences chamaniques, qui ne peuvent plus être ignorées aujourd'hui car les reconnaissances de leur existence, même officielles, s'accumulent, de même que les recherches scientifiques ou médicales sérieuses à leur sujet. Donc ce contenu ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce que sont ces phénomènes, passe du statut d'illusion à celui de réalité, ce qui soulève la question fondamentale, bien sûr, de la nature de la réalité. Dans le même temps, en physique émerge un nouveau paradigme dans lequel, donc paradigme, vision du monde, hein, disons pour faire simple, dans lequel l'information et la conscience sont appelées à jouer un rôle plus fondamental encore que l'espace, le temps et la matière, qui eux-mêmes deviennent des illusions. Donc il y a un véritable renversement de perspective. Philippe, à toi la parole. Bonsoir. J'attends que la technique... Bon, en attendant que la technique... Je vous remercie d'être venus si nombreux. À chaque fois, pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir que autant de personnes cherchent à comprendre des choses qui sont extrêmement étranges et dont les liens ne sont pas du tout faciles à faire de manière rationnelle. Et en fait, on ne va pas y arriver véritablement. Et ce que je vais vous proposer cet après-midi, c'est de partager avec vous une réflexion plutôt intuitive sur tous ces phénomènes. Ça va là-haut ? Et donc, je vais commencer mon exposé par vous parler un petit peu de physique. Pas très longtemps, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On va très rapidement ensuite faire le lien avec la théorie que j'ai proposée donc, dans mon dernier livre, La physique de la conscience. Et ensuite, on va pouvoir commencer à aborder donc, un modèle de la conscience qui va nous permettre de mieux comprendre les expériences dont parlait Jocelyn et dont il est question dans cet exposé. Donc, je voudrais tout d'abord commencer par faire un hommage à Jacques Vallée. Alors Jacques Vallée, qui est donc connu pour être un écrivain et spécialiste de l'ufologie, il s'est rendu célèbre pour avoir été le conseiller de Steven Spielberg pour le film Rencontre du troisième type, mais c'est aussi l'un des initiateurs d'Internet. Enfin, c'est un astrophysicien. Et c'est lui qui, en 2011, m'a branché sur les phénomènes OVNI. En fait, je venais d'écrire un livre qui s'appelle La route du temps et qui était une théorie pour expliquer le phénomène de synchronicité. Et donc, il s'agissait d'une théorie de l'espace-temps. Et donc, Jacques Vallée Bon, j'avais déjà l'esprit ouvert, mais Jacques Vallée m'a ouvert encore plus l'esprit au fait que finalement cette théorie de l'espace-temps que je proposais, qui s'appelle la théorie de la double causalité, permettait d'expliquer potentiellement bien d'autres phénomènes, dont le phénomène OVNI. Il m'a demandé mon autorisation pour faire une conférence dans un TEDx qui a eu lieu le 21 novembre 2011. Il m'en a parlé un petit peu avant, j'ai pas tout compris, j'ai pas compris pourquoi il faisait le lien avec
la physique de l'information, la thermodynamique, etc. Il a parlé de 5 thèmes différents ayant trait à la conscience, aux coïncidences, synchronicité, à l'influence du futur, en citant mes travaux, donc jusque-là tout allait bien. Ensuite, il s'est mis à parler d'Internet et du Big Data. En fait, il a parlé de ça plutôt, enfin je ne le mets pas dans l'ordre, et de la thermodynamique. Et là, franchement, même moi, à qui il avait briefé, je n'ai pas compris sa conférence tout de suite. Il m'a fallu 1 an avant de réaliser que Jacques Vallée avait vraiment une vision, je ne sais pas où il est allé la pêcher, mais en fait, ces 5 thèmes sont réunis par une logique absolument extraordinaire, à tel point qu'aujourd'hui, dans mes travaux au CNRS, dans mon laboratoire, mes 2 principaux travaux, c'est des travaux sur le big data via Internet et la publicité pour essayer de mettre en évidence ce qu'on appelle la rétrocausalité ou l'influence du futur sur le présent à travers un contrat qui a été signé avec le CNRS. Et le 2e thème de mes travaux aujourd'hui, c'est bel et bien la thermodynamique à travers des travaux sur le billard, c'est-à-dire essayer de comprendre la dynamique de la perte d'informations durant les interactions. C'est-à-dire que Jacques Vallée a été tellement visionnaire qu'en fait, il m'a fourni donc les éléments clés qui me permettaient d'introduire dans mon laboratoire, dans une recherche tout à fait officielle, des idées qui, au départ, étaient le sujet d'un livre dont je ne pensais pas faire le lien avec mes travaux de recherche. Donc, franchement, bravo à Jacques Vallée, qui a été un visionnaire là-dessus. Et donc là, j'ai représenté une image d'univers avec 5 choses qu'on a découvertes en physique. On ne va pas rentrer là-dedans, enfin, mais certains d'entre vous ont certainement entendu parler du principe d'incertitude d'Heisenberg, de la gravité quantique, etc. Enfin, ces 5 choses-là sont 5 éléments indépendants qu'on découvre en physique et qui amènent les physiciens à comprendre, à réaliser que notre univers est fait d'informations. C'est-à-dire que, avant même d'être fait d'espace, de temps et de matière, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut mesurer et ressentir dans le cadre de l'espace-temps classique, on s'aperçoit que notre espace-temps est fait d'informations, c'est-à-dire on est plus près de Matrix que d'une véritable réalité qui existerait indépendamment de nous. Alors, et ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, donc la question qu'on se pose forcément, c'est qu'est-ce que c'est que cette information? Est-ce bien compatible avec le concept de temps, d'espace et de matière? Eh bien, on s'aperçoit en physique que l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. C'est-à-dire que la matière est composée... Voilà. La matière est composée essentiellement de vide, c'est-à-dire à 99,999, on ne sait pas combien de 9, ça dépend exactement de quelle matière on regarde. Et pour le reste, c'est-à-dire les 0,0001%, en fait, il s'agit de vibrations et plus exactement de l'espace. Sauf que l'espace, il n'existe pas vraiment parce que l'espace, c'est quelque chose qui est déformable. Il peut courber la lumière. Il est troué. Donc il existe des trous noirs qui trouent l'espace. Je précise que l'espace de représentation implicite sur lequel on va représenter cet espace troué n'existe pas. D'accord ? Il est pixelisé, c'est-à-dire qu'il existe, l'espace est un petit peu comme une grille, et il existe un plus petit élément de la grille qui s'appelle la constante de Planck, qui fait 10 puissance moins 36 mètres, moins 35 mètres, en dessous duquel la notion d'espace n'a aucun sens. Et les meilleurs modèles mathématiques qui essaient de nous décrire la mécanique à l'échelle infiniment petite, ce qui s'appelle la gravité quantique, nous disent qu'on n'a pas affaire à de l'espace, on n'a pas affaire à de la matière, mais on a affaire à des vibrations, essentiellement. Et enfin, donc, le temps n'existe pas non plus dans la mesure où, aujourd'hui, personne en physique n'a compris
le sens du temps, on a compris ce qu'est le temps. C'est-à-dire que les physiciens, les meilleurs modèles physiques aujourd'hui, comme celui de la relativité générale, travaillent avec un espace-temps dans lequel le futur existe déjà et le passé existe encore, et on ne sait pas à quoi sert le présent, au point que les physiciens très sérieux disent que le présent c'est uniquement lié à la conscience. Et on ne sait pas du tout à quoi sert le temps, et ceci alors d'autant plus qu'il existe une seconde théorie qui, elle, utilise quand même la variable temps dans ses équations, la mécanique quantique, sauf qu'on découvre expérimentalement que les objets quantiques, avant d'être mesurés, c'est-à-dire avant qu'on les oblige à avoir une position, une vitesse bien définie dans le temps et dans l'espace, n'existent pas, c'est-à-dire en fait cette position et cette vitesse n'existent pas, c'est-à-dire qu'en fait il y a des particules quantiques, le monde quantique est fait d'objets qui n'existent pas dans le temps et dans l'espace, qui sont hors du temps. Donc même la mécanique quantique découvre que le temps n'existe pas. Et donc il y a de quoi réellement se poser la question si Platon n'avait pas raison en parlant de son mythe de la caverne. Tout se passe comme si on était réellement dans Matrix ou dans une caverne à l'intérieur de laquelle la réalité que nous avons une sensation de vivre ne correspond pas à la vraie réalité. C'est simplement une projection déformée, une ombre de la véritable réalité qui se trouverait dans le vide et dont on ne connaît pas la structure. Donc on est amené à se demander si on vit, est-ce qu'on vit dans une simulation, est-ce qu'on vit dans un hologramme, est-ce qu'on vit dans une caverne, tout ça ce sont évidemment des métaphores. Est-ce qu'on vit dans un multivers, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on vit dans un véhicule? Moi, la métaphore que je préfère pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette vie-là, qu'est-ce que c'est que ce véhicule à l'intérieur duquel on a l'impression d'être, effectivement, on vit à l'intérieur d'un véhicule qui est embarqué comme un sous-marin à l'intérieur d'un immense océan d'énergie qu'on appelle le vide. Et c'est le fait que ce véhicule avance, que ce sous-marin avance, qui nous donne l'impression que le temps passe et que donc notre réalité est ce qu'elle est. Alors, il y a lieu de se poser quand même la question là-dedans, quel est le rôle de la conscience? Parce que si le temps, la matière et l'espace n'existent pas, ça ramène tout à la conscience. C'est-à-dire qu'il paraît clair, et aujourd'hui les physiciens donc l'acceptent, au lieu de parler de conscience, ils parlent souvent d'observateur, c'est un petit peu plus politiquement correct, mais la conscience et l'observateur, c'est la même chose. Si on remplace un observateur par une caméra, on ne réduit pas les états quantiques. Donc on est bien en face d'un problème qui est lié à la conscience. Et donc la question aujourd'hui essentielle, c'est de savoir que vient faire la conscience en physique. Alors personne ne sait exactement ce que vient faire la conscience en physique, mais il n'empêche que de nombreux physiciens, et pas des moindres, je dirais parmi les plus illustres de la planète, proposent comme théorie que notre réalité est créée par la conscience. D'accord ? On a tout d'abord Roger Penrose, qui est vraiment l'un des physiciens les plus respectés de la planète, au même titre que Stephen Hawking, par exemple, qui propose que la conscience serve à ce qu'on appelle réduire les états quantiques dans le cerveau. C'est-à-dire que nous avons un cerveau, mais ce cerveau, c'est un véhicule, il est plongé dans le vide, et dans le vide, il existe un multivers de possibilités de parcours, hein, tout comme un sous-marin peut d'ailleurs emprunter de multiples parcours dans le vide. Et la question de savoir quel est donc le parcours que notre véhicule va faire semble être une question qui est réglée par une propriété de la conscience qui consiste à réduire dans le cerveau les états quantiques, ce qui va faire que nous allons passer d'un champ des possibles où tout est possible, d'un multivers de possibilités, à une seule réalité. C'est-à-dire que
notre embarquement dans la matière, notre embarquement dans ce véhicule nous servirait à choisir. On ne sait pas comment ce choix est fait, mais on est certain que la conscience intervient dans ce choix. Donc un autre illustre physicien, qui est Thibaut Damour, qui est probablement l'un des plus grands physiciens français, bon, il est à l'Académie des sciences, il est largement primé, affirme, donc, qui est une conséquence de la théorie de la relativité, que la mort est une illusion, que la notion de réel est créée par l'esprit humain. Alors l'esprit, ça veut dire la conscience. Hein, il n'y a pas trop de la différence entre l'esprit et la conscience, c'est que dans les deux cas, on a affaire à une conscience dont on ne sait pas quelle est l'origine. Et dans le cas de la conscience, on a affaire en plus à de l'information, c'est-à-dire que la conscience par rapport à l'esprit, c'est quelque chose qui en plus va contenir des informations qui vont être justement ramenées par le véhicule dans lequel elle se trouve embarquée. Et donc Thibaut Damour précise qu'il n'existe pas de réalité en dehors de nous, ça veut dire qu'il n'existe pas de réalité en dehors de notre conscience. Et toujours dans le même sens, Robert Lanza, père de la théorie du biocentrisme, bon, qui est un biologiste très très réputé, mais très récemment il s'est allié à un physicien russe et ils ont fait une publication qui est très très intéressante où il considère que ce qu'on appelle le phénomène de décohérence qui permet de faire passer du multivers à l'univers, c'est-à-dire du champ des possibles illimité à une seule réalité, c'est quelque chose qui a à voir à nouveau avec l'observation. Et donc il dit lui également que la mort est illusion, que c'est la conscience qui fabrique l'espace et le temps, et que ce fameux phénomène de décohérence qui transforme le champ des possibles en une seule réalité est lié à l'observation, c'est-à-dire à la conscience. Et donc là, pour l'instant, je vous ai parlé de choses qui sont tout à fait physiquement reconnues. C'est tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. C'est reconnu par la physique, on va dire, c'est de la physique mainstream. Tous les physiciens ne sont pas forcément d'accord sur le fait que la conscience intervient ou non dans la réalité, parce que la majorité des physiciens sont restés matérialistes, ils n'ont pas tous intégré les progrès de la physique que je viens de vous résumer concernant ce qui pourrait être lié, concernant son lien avec la philosophie. Mais tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, c'est du solide, c'est du vérifié, ça fait l'objet de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, c'est proposé par des physiciens très sérieux, très respectés, et je terminerai en disant qu'aujourd'hui, la meilleure des théories concernant la description de la réalité n'est pas du tout une théorie qui décrit notre réalité, c'est une théorie qui décrit un multivers. C'est une théorie qui décrit un multivers, ça veut dire que la physique aujourd'hui ne décrit pas notre réalité, elle décrit une infinité de vies concernant chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la physique nous dit que nous pourrions chacun d'entre nous avoir une infinité de vies. Hein, par exemple, tous les choix que vous pouvez faire dans la journée, ils existent potentiellement quelque part, on ne sait pas où. Et comme c'est très gênant par rapport au dogme fondamental de la science qui est le déterminisme nous dit que tout doit être parfaitement déterminé par la mécanique. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Alors, pour essayer de résoudre ce problème-là, les physiciens disent que nous vivons dans un multivers, les physiciens matérialistes disent que nous vivons dans un multivers et que toutes nos vies alternatives existent dans des univers différents qui sont séparés et il n'y a pas de pont possible entre les deux. D'accord ? Il y a même un physicien qui s'appelle Max Tegmark, qui est assez célèbre aux États-Unis, qui dit que l'univers dans lequel moi, Philippe Guillemot, je suis né et j'arrive jusqu'à aujourd'hui, j'ai une vie qui est bien déterminée. Aujourd'hui, au lieu de faire cette conférence, je ne la fais pas. Ça a créé deux univers. Et bien, cet univers où je ne fais pas ma conférence existe. Et il chiffre la distance et il dit qu'il se trouve à la puissance 10, puissance 29 mètres d'ici. D'accord ?
les physiciens ont tellement horreur de l'absence de déterminisme, le déterminisme c'est le postulat de la science, ils ont tellement horreur de l'absence de déterminisme qu'ils finissent par proposer aujourd'hui des théories complètement délirantes. Il faudrait même inclure des univers pour le cas où, pendant une seule seconde dans toute ma vie, je fasse quelque chose de différent. Hein. Ça pourrait être simplement une mouche qui se pose ou pas pendant une seconde sur mon front. On aurait besoin de créer un univers encore plus loin que celui de Max Tegmark. Alors, c'est à vous de choisir. Si vous préférez ce délire des physiciens mainstream, qui sont en plus, ce délire est repris. Alors c'est là, à partir de maintenant, je vous donne mon opinion personnelle. D'accord? Donc vous choisissez entre moi ce que je considère être donc, cette théorie délirante d'un multivers où toutes nos potentialités alternatives de vie existent bel et bien, mais dans des univers complètement différents et qui peuvent être extrêmement loin, ou alors vous acceptez d'envisager avec moi ce que je vais vous proposer à partir du maintenant et qui, a priori, ressortirait plus de la métaphysique que de la physique, sauf qu'en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus certain de ce que je vais vous dire à partir de maintenant que de tout ce que je viens de vous dire et qui est de la physique parfaitement justifiée. Donc, voilà donc la théorie que je propose. Et donc, cette théorie que je propose, c'est une théorie qui consiste à dire que le multivers nous appartient à tous. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'à un moment donné, nous avons bel et bien une vie qui est parfaitement déterminée, c'est-à-dire que notre futur existe déjà, et tout ce que nous allons réaliser dans notre futur est déjà presque comme gravé dans la pierre, sauf que ça n'est pas tout à fait ça, puisque en fait c'est une interprétation du champ d'information du vide. C'est-à-dire que cette réalité-là que nous allons vivre, elle n'existe pas. C'est juste qu'elle va être comme ça va être comme si elle était lue par un graveur qui va, comme un tourne-disque, lire tout simplement une cassette vidéo qui va lire le reste de tout ce que nous avons à vivre. Donc ça, c'est réel. Ce que je propose, c'est de dire qu'effectivement, c'est tout à fait réel, que notre futur est déjà là, et les moindres détails, enfin peut-être pas les moindres détails, mais en gros, l'essentiel de ce que nous allons vivre dans le futur est déjà là. Et simplement, ça peut changer de position, tout comme ce tunnel que je représente là et qui représente le chemin de vie d'une personne. Il peut bouger à l'intérieur d'une mer quantique, hein, qu'on appelle le vide, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de cette réalité physique. C'est encore de l'information, on pourrait presque dire que c'est encore une forme de matière, on pourrait simplement dire que c'est de la matière moins dense, mais simplement c'est un océan d'énergie à l'intérieur duquel ce tunnel peut bouger pendant qu'on se déplace, tout comme un boudin qui flotte sur l'océan. Et donc ça, c'est la façon dynamique de le considérer, mais on peut aussi bien dire que à partir de maintenant, je vais faire mettons, un modèle des probabilités de tous les mouvements que peut avoir ce tunnel de vie, et dire qu'au lieu d'adopter une représentation dynamique, je vais adopter une représentation statique qui va consister à définir un arbre de vie. C'est-à-dire que là, à droite, j'ai représenté un arbre à branches cylindriques, et chacune des branches cylindriques de cet arbre, c'est donc le tunnel que j'ai représenté à gauche. Donc voilà, on peut adopter soit la représentation statique de notre futur qui consiste à décrire un arbre de vie, soit la représentation dynamique de notre futur qui consiste à décrire un tunnel. Et dans les deux cas, on a affaire au multivers, c'est-à-dire que l'arbre de vie représente le multivers lui-même, et le tunnel à gauche représente notre vie actuelle qui est capable de se déplacer à l'intérieur du vide, et ce vide est fait de conscience. Et alors, au passage, pour les gens qui sont un petit peu plus experts, je propose même une hypothèse. Je considère que la gravité et le temps pourraient être produits par l'action conjuguée de la conscience dans le futur et de l'observation dans le présent, entraînant la densification du flux d'informations du futur, c'est-à-dire la transformation
d'un potentiel énorme en un potentiel plus petit et finalement en une vie qui est bel et bien déterminée. Et l'hypothèse fondamentale de ma théorie, c'est de dire que nos intentions créent dans le futur des effets qui deviennent les causes d'effets dans le présent. Et pourquoi est-ce que je propose cela? Parce que c'est, à mon avis, la seule théorie qui permet d'expliquer le phénomène de synchronicité que j'ai vécu à de nombreuses reprises dans ma vie. Je l'ai vécu volontairement, j'ai appris à provoquer les synchronicités, et ceci à plusieurs reprises, et j'ai obtenu des résultats tellement époustouflants que j'en ai fait mon premier livre et que je vais encore faire un livre là-dessus. Mais je vous assure que parfois on obtient des résultats mais qui sont tellement incroyables qu'on se demande si on va arriver à les mettre dans un bouquin, tellement on se dit mais c'est pas possible, personne ne va croire à un truc comme ça. Bon, toujours est-il que c'est de là que vient ma certitude du fait que je pense que cette théorie est probablement la meilleure théorie de l'espace-temps qui existe, parce que non seulement elle est compatible avec la physique moderne telle qu'on la connaît, puisque je ne fais rien d'autre que reproduire un tunnel de vie, comme le font les physiciens, sauf que la différence, c'est que moi, ce tunnel, je le fais bouger. C'est ma seule différence. Et en le faisant bouger, je satisfais au principe du rasoir d'Occam, qui dit que ce n'est pas la peine de faire appel à des myriades d'univers et de double conscience, ce qui est une orgie d'informations absolument délirante. Il suffit de faire appel à une seule réalité qui peut bouger à l'intérieur du champ des possibles. Alors la question qui ensuite émerge de cette affaire-là, puisque j'ai l'air de vous dire que nous avons la liberté de créer dans notre futur des mouvements qui deviennent des causes d'effets dans le présent qui expliquent les synchronicités, est-ce que ça veut dire qu'on a un libre arbitre? Alors, ce n'est pas évident, cette affaire-là, parce qu'on ne sait pas si notre futur dépend de nos intentions ou si c'est nos intentions actuelles qui dépendent de notre futur. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Alors, pour s'en sortir, il faut considérer quelque chose qui est nouveau, à nouveau, là je vous parle de mes travaux personnels, et là c'est quelque chose qui est mon apport fondamental à la science, celui pour lequel je bosse depuis des décennies, mais clairement depuis une décennie, c'est-à-dire que je considère que la science académique a fait depuis 2 ou 3 siècles, une erreur fondamentale qui est de considérer que tout est mécanique. Or, ceci est complètement faux. Parce que lorsque on considère les choses du point de vue de l'information et que l'on considère que notre univers n'est pas fait d'un espace qui existerait et qui serait indéfiniment divisible, si l'espace était indéfiniment divisible, ça veut dire que pour n'importe quelle particule, il faudrait pouvoir associer une quantité d'informations infinie. Pourquoi? Parce que l'espace étant indéfiniment divisible, on a besoin d'une précision infinie pour décrire la position d'une particule. La physique nous dit que ça n'existe pas, ça. Or, pourtant, c'est l'hypothèse fondamentale, c'est le postulat du déterminisme qui impose que la position des boules de billard, par exemple, ou des molécules d'air, soit parfaitement définie. Vous voyez bien que ce n'est pas réaliste, puisque la physique nous apprend que ce n'est pas vrai. Si on tient compte du fait que ce n'est pas vrai, et qu'on fait des calculs, alors je sais, il n'y a pas beaucoup de physiciens qui font ces calculs-là. Moi, j'ai fait ces calculs parce que je suis surtout un ingénieur, que j'ai appris à faire des calculs assez balèzes, des calculs de réseaux de neurones, des calculs de théorie du chaos, etc. Et que j'adore ça, j'adore faire des calculs, ça m'éclate. Et je me suis amusé à faire des calculs de billard dans lesquels je mettais 4, 8, 16, 32, 64 jusqu'à 1000 boules. Et après, comme ça devenait trop lent, j'ai fait à nouveau des calculs d'extrapolation pour savoir ce qui se passait dans des billards à 100 000 boules, enfin en gros dans un gaz. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'absolument horrible, qui est le fait qu'on n'a pas le droit de calculer plus d'informations que ce qu'on a mis dans les conditions initiales. En gros, je vous le résume en gros. Ça dépend du nombre de boules. Si vous calculez avec pas beaucoup de boules, bon, vous allez avoir le droit de calculer un peu plus d'informations, mais si vous avez beaucoup de boules, ça va être le contraire. D'accord? À cause du simple fait que lorsqu'on fait un calcul dans un système complexe, qu'on cherche
à calculer l'évolution d'un système complexe avec plein d'interactions, les interactions font à chaque fois perdre des informations qui font qu'on n'a pas le droit de calculer plus d'informations que celles qu'on met dans les conditions initiales. Voilà. Alors, pour résoudre ce problème-là, j'ai trouvé non pas une solution, mais j'ai au moins diagnostiqué une voie possible en identifiant le fait qu'il était nécessaire, pour conserver une physique, une mécanique qui soit déterministe, de rajouter 6 dimensions à l'espace-temps. Et comme par hasard, la meilleure théorie à l'heure actuelle acceptée par la physique mainstream, c'est la théorie des cordes qui rajoute 6 dimensions vibratoires à l'espace-temps. Sauf que la théorie des cordes ne sait pas interpréter qu'est-ce que c'est que ces dimensions qu'on rajoute, et ça aboutit à nouveau à cette théorie délirante des univers parallèles. Or, en faisant simplement des calculs de billard, mais à condition de les pousser jusqu'au bout, et j'ai quand même été obligé d'extrapoler parce que la capacité des ordinateurs ne me permet pas de faire les vrais calculs qui me permettraient de démontrer formellement cette extrapolation, j'en ai déduit que ces 6 dimensions supplémentaires, qui sont donc vibratoires, si on se fie à la théorie des cordes, sont 3 dimensions qui servent à décrire le chemin, la destination, c'est-à-dire les conditions finales. C'est-à-dire qu'en physique, à partir du moment où on travaille avec un système dynamique sur une durée suffisamment longue, les conditions finales commencent à devenir indépendantes des conditions initiales. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est vachement important pour les EMI, parce que là, vous devez vous demander, mais pourquoi ils nous parlent de ça? Mais c'est très important. Donc, à partir d'un certain temps, les conditions finales commencent à devenir indépendantes des conditions initiales. Et si, en plus, vous continuez à considérer, eh bien, vous voyez apparaître entre les mêmes conditions initiales et les mêmes conditions finales une très grande quantité de chemins possibles. Et si vous augmentez, presque une quasi-infinité, ce qui fait qu'on a besoin de 3 dimensions supplémentaires pour décrire le chemin et de 3 dimensions supplémentaires pour décrire la destination. C'est-à-dire, vous vous rendez compte à quel point nous sommes libres? Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point nous sommes libres. Alors, est-ce que ça veut dire que la conscience, à nouveau, je reviens toujours à la même question, ferait les choix de la destination et du chemin? Alors, vous allez voir que c'est quand même un peu plus compliqué parce que, en fait, donc là, j'ai représenté en noir les trajets d'une boule de billard, mais ça peut être les trajets d'une molécule d'air, ça peut être vos trajets à vous lorsque vous vous déplacez à pied dans la nature ou sur un chemin ou dans une ville, etc., et que vous errez plus ou moins ou au gré des rencontres que vous faites, c'est-à-dire que vous savez vaguement que vous voulez aller voir un tel, mais là vous vous imaginez bien que la quantité de chemins possibles pour aller voir un tel peut être extrêmement variable. Alors la mécanique va vous décrire tous les détails de votre trajet, et si vous regardez à la loupe tous les détails de votre trajet, vous allez vous apercevoir que votre comportement est mécanique. C'est-à-dire que vous avez beau avoir pris rendez-vous avec quelqu'un, d'accord? Si vous arrivez à à rencontrer ce quelqu'un, c'est à cause de la mécanique qui a fait que dans le détail, vous avez suivi, etc. Et si vous faites la moindre accarcade par rapport à non, vous n'arrivez plus à trouver vos conditions finales. Bon, en réalité, vous savez bien que lorsque vous marchez dans la rue, vous vous intéressez pas aux détails. Pareil, une boule de billard, si elle avait une conscience, elle ne s'intéresserait pas vraiment à ces détails. Elle suivrait, ce qui l'intéresse, c'est de suivre la courbe rouge, c'est-à-dire une courbe qui correspond au fait d'être à la limite des contraintes qui font qu'on commence à pouvoir avoir l'impression qu'on a une certaine liberté. Et la courbe verte correspond, donc là, voilà quel est le but de la boule de billard. Le but de la boule de billard, c'est par exemple d'atteindre le coin supérieur gauche du billard. Et donc, en fait, on peut considérer qu'il existe 3 densités différentes au vu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des 9 dimensions qui correspondent à 3 fois 3 degrés de liberté. Donc les 3 premiers servent à décrire la mécanique, en gros le passé d'une boule de billard.
Les 3 dimensions suivantes servent à décrire le chemin que va suivre cette boule, ou vous, à l'intérieur d'une ville. Et la 3e dimension va servir les 3 dimensions suivantes vont servir à décrire la destination. Imaginez maintenant que vous vivez... Alors, on ne vit pas dans la densité de la courbe en noir, parce que sinon, véritablement, on n'aurait même pas conscience de nos objectifs de vie. On n'aurait même pas la sensation, même artificielle, d'avoir la moindre volonté. C'est un peu, ça serait se mettre à la place d'un organe de notre corps qui ne sait pas pourquoi il fait exactement ce trajet-là, qui n'en connaît pas le sens. Donc vous connaissez le sens du chemin que vous prenez. Ça veut dire que vous êtes à la place de la courbe en rouge, à la place de ce qu'on appelle le moi, c'est-à-dire le temps présent. La courbe en noir correspond à la mécanique au sens de la description du moindre détail du passé. Et enfin, la courbe en vert correspond à votre destination que pour la plupart d'entre nous, en général, on ne connaît pas. On ne connaît pas la date de notre mort, on ne sait pas ce qu'on va faire l'année prochaine, et ce n'est que pour certains cas particuliers, et encore, on n'est même pas sûr que lorsqu'on décide de prendre ses vacances quelque part ou d'aller à tel endroit, on va y arriver. Et pourtant, notre futur existe déjà, et l'espace-temps le sait. Donc nous ne sommes pas maîtres d'une destination qui existe pourtant déjà. Et en plus, de toute façon, on ne peut pas vivre dans 2 densités à la fois. On ne peut pas vivre dans la densité, en même temps dans la densité du temps présent qui nous donne l'impression d'être maître de notre cheminement, mais on ne peut pas en même temps vivre dans la densité du ballon d'altitude qui serait celui ou la partie de nous-mêmes qui verrait toute notre vie et qui connaîtrait à l'heure actuelle la date de notre mort, tout ce qu'on va faire l'année prochaine, etc. D'accord ? Cette volonté-là, elle existe, mais on n'a pas l'impression d'y être connecté. Elle existe parce que notre futur, il est déjà là. Il y a quelque chose qui a voulu, on ne croit pas que ce soit le hasard, que tout notre futur soit parfaitement dessiné, et on a l'impression que ce n'est pas nous. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre cette histoire-là? Alors, je vais peut-être passer là-dessus. Jocelyn, est-ce qu'on est à peu près à la moitié là? Bon, alors je passe là-dessus, on reviendra peut-être après. Pour vous présenter directement donc, le modèle de la conscience tel que je le décris dans la physique de la conscience, qui consiste à faire appel à ces 3 densités. Et là, 3 densités, on a à nouveau les 3 fois 3 dimensions de l'espace-temps, sauf que là, au lieu de parler des 3 dimensions pour chaque densité, je parle des 3 centres de la conscience. Il se trouve que la conscience, et là je fais l'impasse, parce que normalement il me faut 4 heures pour tout expliquer, donc là je n'explique pas pourquoi je dis que la conscience c'est comme l'espace, et pourquoi la conscience a un centre, mais parce que vous allez le comprendre facilement. Là, je vous dis, la conscience, elle a un centre mental, elle a un centre émotionnel, et elle a un centre énergétique. Physiquement, le centre mental, ça correspond à l'information spatiale, c'est-à-dire toutes les informations notamment relatives à notre cerveau. Vous savez que notre cerveau, c'est des espaces avec des couches de réseaux de neurones qui sont en connexion les unes avec les autres. Donc là, on a une information spatiale avec une mise en réseau de toute l'activité cérébrale à l'intérieur de notre cerveau. On a un centre émotionnel qui, là, correspond à l'information vibratoire. Donc là, il s'agit de vibrations quanto-gravitationnelles. Elles sont tellement petites qu'en physique, on a du mal à les mettre en évidence. Et on a un centre énergétique qui correspond tout simplement à ce qui est conscient là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas à tout instant conscient de toutes nos potentialités, de tous nos talents, de tout ce qu'on est capable de faire. On est dans le temps présent, conscient. Il y a une partie de cette information qui est réelle et qui est effective au temps présent. Donc centre énergétique qui correspond au moi ou à l'ego s'il est en bas. Alors, notre conscience, à nous, elle est au milieu, dans la densité de la conscience. Elle est notre conscience ou ego, elle est constituée de nos croyances, ça c'est notre centre mental, et de nos jugements, ça c'est notre centre émotionnel. Les jugements servent à prendre des décisions qui évitent d'utiliser le cerveau. Les croyances aussi servent à prendre des décisions qui évitent d'utiliser le cerveau, parce qu'en général, dans la vie, il faut agir vite, il faut juger vite, etc. Si on en revient au billard, on comprend que la densité de la conscience, celle dans laquelle on vit
chaque jour, c'est la densité du conducteur. C'est-à-dire nous sommes le conducteur de notre véhicule. Et on a tendance à oublier, à ne pas connaître celui qui, à l'intérieur de nous-mêmes, est maître de notre destin et qui s'appelle guide ou soi. Alors là, je fais référence au soi jungien. Mais si on veut vraiment considérer ça comme quelque chose qui nous est vraiment extérieur, on peut l'appeler l'ange gardien, on peut l'appeler, voilà, tout ce qu'on veut. Et cette partie de nous-mêmes qui correspond à ce dont nous n'avons pas conscience dans le présent, c'est cette partie qui, en fait, contient tous nos talents, qui contient tout ce dont nous avons hérité durant toutes nos vies simultanées, etc., par le fait que nous sommes connectés avec d'autres parties de nous-mêmes qui œuvrent ailleurs dans l'espace-temps ou encore ailleurs. Et on peut considérer que nous avons trois piliers. Un pilier qui est le pilier, on va dire, de la connaissance ou de la rigueur. Un pilier qui est le pilier énergétique, qui est le pilier de la conscience. Et un pilier qui est le pilier émotionnel, qui peut être considéré comme étant le pilier de l'amour, sachant que plus on va en haut et plus on tombe sur l'amour inconditionnel, et plus on va en bas et plus on tombe sur l'amour qui devient en bas l'amour plaisir, et qui au milieu, l'amour que nous ressentons en général, c'est l'amour conditionné. Donc si maintenant on part de ce modèle-là, on peut avoir, là, cette fois-ci, adopter une représentation où on fait intervenir le temps, et pour simplifier, et peut-être parce que ça décrit même la réalité, j'ai représenté ici l'éternel retour, que ce soit de l'espace-temps, ou alors l'éternel retour de nos vies simultanées, ou alors l'éternel retour de tout ce qu'on veut. Et donc on peut considérer que notre réalité, de manière plus rationnelle que ce qu'on voit habituellement, puisque l'espace, le temps et la matière n'existent pas, si on veut avoir une vision plus rationnelle, j'ai bien dit rationnelle, de la réalité, il faut avoir cette conception-là, à mon sens, c'est-à-dire que nous vivons dans trois densités. Notre densité physique, qui est la densité de notre véhicule, notre densité intérieure ressentie, mais pas vraiment encore intérieure, la densité de notre conscience, c'est-à-dire notre conscience du temps présent, qui correspond à notre conscience elle-même, à l'ego, et la densité de notre guide, donc là, vraiment, aller profondément en soi, pour se relier à cette partie de nous-mêmes qui sait exactement où elle va dans notre vie, où est-ce qu'elle nous emmène, Et alors, en représentant ça de cette manière-là, on peut localiser différentes portes de communication entre ces différentes densités. On en connaît une, c'est le passage de la densité physique à la densité de la conscience. Ce sont, par exemple, les trous noirs. Donc ça, c'est une hypothèse que font d'autres physiciens très sérieux. Et moi, je ne suis pas certain à 100% de ça, je suis plus certain de ma théorie que de ça. Mais c'est une hypothèse que je considère comme séduisante, c'est-à-dire que lorsqu'on emprunterait un trou noir, on se retrouverait, comme d'ailleurs le film Interstellar mais je vais en parler, nous le propose. Je ne vais pas revenir en arrière, lui. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas revenir en arrière. Et donc, bon, ça je vais en parler, du trou noir. Et donc, par contre, le passage de la densité de la conscience à la densité de notre subconscient, quand je parle de notre subconscient, attention, parce que les Américains, ils ont une autre, enfin, le monde anglo-saxon a une autre définition du subconscient, et considère que c'est le sous-conscient. Donc, moi, je parle du supraconscient, mais qui est inconscient, c'est-à-dire le higher self, donc que nous, parce que les Jungiens l'appellent le subconscient également, donc c'est la densité du guide, et on passerait donc de la densité de la conscience à la densité du guide par le tunnel des EMI. Le tunnel des EMI, c'est vraiment un gros trou, ça ressemble à un trou de verre. Et pourquoi est-ce que c'est gros? Alors si c'était un trou noir entre la densité physique et la densité de la conscience, ce serait impossible, parce qu'il faudrait une énergie phénoménale. On ne peut faire que des micro-trous. Sauf que la densité de la conscience est tellement faible par rapport à la densité physique que physiquement c'est cohérent d'interpréter le passage de la densité de la conscience à la densité du subconscient exactement comme un trou noir ou comme un trou de verre. Et donc
Alors, donc ça m'amène à vous parler des trous noirs qui vont m'introduire la notion de temps dilaté. Que se passe-t-il dans un trou noir ou dans un trou de verre? Eh bien, ce qui se passe, c'est que la mécanique commence par s'arrêter par dilatation du temps. C'est-à-dire que l'espace est tellement déformé que le temps est considérablement ralenti. Et du point de vue d'un observateur extérieur, quelqu'un qui pénètre dans un trou de verre, il est figé pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il va, dans notre futur, il est encore en train de pénétrer dans ce trou noir, d'accord, ou ce trou de verre. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça que d'ailleurs Stephen Hawking nous dit que les trous noirs, finalement, ça sert de garage, c'est-à-dire ça sert à garer toute la matière pour l'éternité. C'est comme si le temps devenait de l'espace. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce minuscule trou noir, là, vous pouvez ranger toute la matière de tout ce qui existe autour indéfiniment. À la limite, elle ne subit même pas vraiment ce qu'on appelle l'effet de spaghettisation, parce qu'on pense de plus en plus qu'à l'intérieur d'un trou noir, finalement, on passe en régime quantique. Et à partir du moment où on passe en régime quantique, on n'a plus le problème qui fait qu'il y a ce phénomène de spaghettisation qui fait qu'il y a un effondrement et que donc tout est détruit. Non. On se retrouverait dans une situation où on se retrouve sous forme d'information quantique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le physicien conseiller d'Interstellar, qui était également le physicien conseiller du film Contact, moi je suis d'accord avec ces deux interprétations concernant le trou noir d'Interstellar et le trou de verre, sauf que c'est pas comme ça qu'on fabrique un trou de verre, et si on veut aller dans la densité de la conscience, on passe pas par un trou de noir. Enfin bon, c'est bien que les physiciens découvrent quand même les passages de cette manière-là. Donc effectivement, lorsque je suis d'accord avec ce physicien-là, lorsqu'il considère que lorsqu'on arrive à passer l'horizon du trou noir, on se retrouve dans une immense bibliothèque. Cette immense bibliothèque, ça symbolise tout simplement le champ akashique. Mais au cinéma, comment est-ce que vous voulez matérialiser un champ akashique? Vous faites comme dans Interstellar. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce champ akashique? On se retrouve partout là où on pense. C'est-à-dire qu'on s'y déplace par la pensée. Et c'est la raison pour laquelle le héros d'Interstellar se retrouve à différents moments de la vie de sa fille, parce que, paf, dès qu'il s'inquiète de sa fille, il se retrouve à voir sa fille, voilà, au moment où il pense, soit quand il avait réellement une interaction avec elle, soit plus tard quand il a joué au fantôme avec elle. Et donc... Et donc, que se passe-t-il quand on atterrit à l'horizon du trou noir? On pénètre donc dans la densité de la conscience. Et qu'est-ce qui se passe quand on dilate le temps? Vous vous souvenez de mon schéma tout à l'heure avec les boules de billard. Quand on dilate le temps, on se retrouve dans une situation où on n'a plus aucune contrainte mécanique qui nous empêche d'aller à notre destination finale. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que à partir du moment où vous dilatez le temps, c'est la conscience qui devient maître de votre destination. C'est-à-dire que vous vous retrouvez instantanément à la destination qui correspond à votre intention. C'est-à-dire que vous naviguez par la pensée. On est dans la physique là. On est dans une physique spéculative, mais on est dans une physique qui accepterait enfin l'usage simultané des conditions initiales et des conditions finales. Donc ceci me permet... Ah, ça marche. D'introduire donc la physique, entre guillemets, des expériences de mort imminente. Que se passe-t-il lorsqu'on pénètre dans la densité de la conscience? Et comme lorsqu'on pénètre dans un trou noir, on se retrouverait avec 3 dimensions supplémentaires. Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais un trou noir n'est pas quelque chose qui va nous emmener à un endroit bien déterminé avec... un trou blanc de l'autre côté. Non, parce qu'à l'intérieur d'un trou noir, tous les objets qui y pénètrent se retrouvent désolidarisés les uns des autres. Il n'y a plus le phénomène de décohérence qui fait qu'il y a une création collective de la réalité, et chacun se crée sa propre réalité, et un trou noir, il débouche vers une infinité de destinations différentes. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, on n'observe pas de trou blanc, sauf peut-être le Big Bang à l'origine de notre univers, qui pourrait être un trou blanc. Enfin, c'est la raison, à mon avis, pour laquelle on n'observe pas de trou blanc dans l'univers. C'est parce que, justement, on va vers des destinations qui correspondent à la conscience. C'est-à-dire que
lorsque on est dans la densité de la conscience, on se retrouve enfin libre d'aller là où on pense, parce que la physique des conditions finales nous permet d'aller là où on pense. Hein, parce qu'il y a une complémentarité entre la mécanique et la conscience, parce que la mécanique n'est juste que de la conscience tellement densifiée qu'elle nous a apparemment privés de notre libre arbitre. En réalité, la loi naturelle en physique, ça serait de dire que nous vivons à l'intérieur d'un espace cybernétique où à tout moment on va là où on pense. Mais on vit dans une densité qui nous empêche de nous en rendre compte parce qu'elle est tellement densifiée et parce que comme il s'agit d'une création collective, il nous faut énormément de temps et d'efforts pour finalement arriver à aller là où on pense. Mais lorsqu'on est libéré du temps et donc de la mécanique, on va instantanément là où on pense. Et ce qui est intéressant dans les expériences de mort imminente, c'est qu'on s'aperçoit que les témoignages nous décrivent une ontologie qui est de nature quantique. Alors, en dehors du fait que la conscience peut se déplacer à 300, on a un champ de vision illimité à 360 degrés, on peut se déplacer à travers les murs, c'est pas étonnant si on est beaucoup moins dense. Hein. C'est exactement la même chose pour les neutrinos, qui sont beaucoup moins denses. On peut avoir des perceptions depuis partout à la fois, la sensation d'être l'objet perçu, c'est pas étonnant si la conscience et l'espace lui-même, s'il n'y a pas de différence entre la conscience et l'espace. La sensation d'être hors du temps, c'est normal, la vision par transparence, c'est normal. Le plus intéressant, c'est que la pensée nous sert de système de navigation, c'est-à-dire on récupère 3 degrés de liberté. Il n'y a pas de différence entre le fait de percevoir et d'être, puisque nous sommes l'espace. Il n'y a plus d'espace ni de temps perçu comme quelque chose d'extérieur. Et le plus important, c'est que la conscience semble avoir toutes les caractéristiques d'une fonction d'onde capable de s'épandre ou au contraire de se focaliser. Et c'est-à-dire que la conscience a la propriété de pouvoir être partout à la fois, c'est-à-dire on est là dans une ontologie qui est purement quantique au point qu'on peut affirmer, et d'autres que moi le font, on peut affirmer que l'information quantique n'est ni plus ni moins que l'information de la conscience. Il y a d'autres raisons. En psychologie, il y a des tests qui sont faits et qui semblent montrer que notre conscience a plus un fonctionnement quantique que notre cerveau. Par exemple, on ne va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, là, c'est dans la relation entre le cerveau et la conscience, on s'aperçoit que le cerveau, en fait, est un handicap pour la conscience, et ce qui est logique, puisque, en fait, la conscience, la relation entre la conscience et le cerveau, c'est la fonction qui consiste à réduire les états quantiques. Dès qu'on réduit les états quantiques, on fait disparaître l'information de la conscience. Et donc, toutes les personnes qui réintègrent leur corps, soit parce que, bon, elles ont commencé à essayer de faire fonctionner leur cerveau, paf, ça fait disparaître automatiquement la fonction de la conscience. Donc ça, c'est des choses que j'ai empruntées dans le livre très très intéressant que je vous conseille à tous, de même que le livre précédent que j'ai oublié de citer. Donc le livre récent, Voyage aux confins de la conscience de Sylvie Detiola, qui est vraiment édifiant parce qu'il y a une véritable expérience scientifique avec des huissiers. Donc on a la sensation de comprendre ce qui se passe, mais sans pouvoir l'analyser, le formuler, le penser, donc c'est-à-dire à l'extérieur de son corps. Donc vous voyez bien qu'on est dans 2 fonctionnements différents. Le cerveau, il est dans le temps, la conscience, elle est hors du temps. On a une perte totale ou partielle de mémoire une fois qu'on réintègre, c'est normal, puisque l'information de la conscience est forcément perdue quand on réintègre le corps, puisque on réintègre le corps, donc dès que à nouveau la pensée analytique ou les émotions conditionnées reviennent, dès que c'est le cerveau qui vient déterminer le contenu de la conscience. On a du mal à satisfaire un programme d'exploration pendant une OBE. Voilà, la pensée semble fonctionner en dehors du cerveau, ok, mais pas sur un mental résonnant. Bon, donc ça nous permet de confirmer la division que je vous propose de notre réalité fondamentale en 3 partie, une partie qui est le multivers, qui serait le domaine de la création, où tout est possible, qui serait le domaine de la conscience créatrice. On a très très peu de témoins qui en parlent, donc ça,
il y a des livres là-dessus, il y a des gens qui, soi-disant, arriveraient à visiter les réalités qui n'ont pas dans l'astral, où on pourrait avoir des vies à un niveau vibratoire et vivre quelque chose qui... bon, voilà, je préfère pas en parler. Alors, par contre, l'astral, maintenant, ce mot va finir par rentrer même dans le politiquement correct, parce que, bon, on sait bien à quoi ça correspond aujourd'hui. Ça correspond au champ akashique, ça correspond à la mémoire de tout ce qui a été créé. Ça correspond à la mémoire de tout ce que notre passé et notre futur ont produit comme vécu et qui correspond à l'état actuel de notre espace-temps, à l'intérieur duquel on peut naviguer, semble-t-il, librement, d'après énormément de témoins, sauf que quand même préférentiellement dans le présent. C'est au niveau de l'astral, c'est à ce niveau-là également qu'il semble exister des capacités de guérison, puisque la conscience, elle se trouve en dehors du corps. On dirait que dans un certain nombre de cas, dont Jocelyn parle d'ailleurs dans son récent livre, avant de réintégrer son corps, le patient, enfin la personne qui a vécu une EMI, elle semble avoir la possibilité de choisir soit de mourir, soit d'être guéri. Donc vous voyez, parce que comme on n'est plus dans la mécanique, on est en dehors de la mécanique et donc on a la possibilité de choisir sa ligne temporelle. Et on a même des phénomènes de rétrocausalité qui semblent apparaître à ce niveau-là. Et puis donc on a le niveau de la pensée qui est la conscience qui est donc à l'intérieur du corps. Et ça m'a introduit à vous parler donc du chamanisme, où là où on observe également ces trois mondes, le monde d'au-dessus, le monde du milieu et le monde d'en bas, qui correspondent à peu près aux trois densités dont je vous ai parlé. Et donc là, les propriétés du voyage chamanique, d'après Romuald Le Terrier, mon ami ici présent, qui insiste beaucoup en premier sur le phénomène de rétrocausalité. C'est-à-dire que la conscience aurait la propriété, lorsqu'elle est en dehors du corps ou pendant les rêves, ou en tout cas pour les chamans ou certaines personnes qui ont pris des habitudes à ce niveau-là, on est capable de jouer rétrocausalement avec son futur, avec son passé, et il vous en parlera mieux que moi, je suis sûr, dans sa prochaine conférence, n'est-ce pas, Romuald? Je ne sais pas où tu es, mais bon. Donc je ne vais pas insister là-dessus. Donc là aussi, on a la possibilité de se projeter hors du temps et hors du corps. On a l'impression que le passé et le futur, c'est un immense paysage mouvant, comme un espace-temps flexible, celui que je vous décrivais au début. On a la possibilité de zoomer dans l'espace-temps. On a la sensation que l'univers est un immense serpent ou cerveau cosmique et que le voyage est une technologie de l'esprit et que le champ est un système de navigation. Alors ça, c'est très important parce que à partir du moment où notre conscience libre est libérée, en fait, elle navigue vibratoirement. Et pour quelqu'un qui vient de sortir de son corps de manière un peu brutale, comme le fait l'expérience de l'ayahuasca, il me paraît très logique que ce voyage soit encadré par un système vibratoire qui va permettre de ne pas aller n'importe où. Alors, ce que m'a surtout appris mes discussions avec Romuald, et ce jour-là, j'ai été très étonné, parce que en fait, c'est moi qui lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais si notre théorie est juste, on devrait pouvoir voir des vaisseaux dans les visions. Et effectivement, il y a de nombreuses représentations de peintres qui dessinent donc des vaisseaux dans les visions, donc des ovnis, ce qui semblerait justifier que les ovnis semblent provenir, ou en tout cas transiter par la densité de la conscience, qu'on appelle l'astral, où ils navigueraient, donc par adressage vibratoire de la conscience, via la conscience visuelle du pilote, avant d'arriver dans notre densité. Et donc, en arrivant dans notre densité, je suis dans les temps, Jocelyn, ça va? C'est bon. Avant d'arriver dans notre densité, évidemment, il se heurte au problème de l'espace-temps, de la structure de l'espace-temps, parce que là, on n'est plus dans l'interface entre la densité de la conscience et la densité du multivers, qui est très faiblement dense, très molle. Là, on peut faire tranquillement, on peut créer d'un tour de main peut-être un trou noir ou un trou de verre, je ne sais rien, mais là, on est devant quelque chose qui contredit totalement les lois de la physique connues, parce que pour créer
un trou de verre qui permettra à un ovni de transiter d'une densité à l'autre, il faut une énergie qui est a priori phénoménale. Alors dans le livre OVNI et conscience, j'ai quand même expliqué que via un trou de verre et via certaines propriétés, on pourrait quand même arriver à envisager que, effectivement, une technologie très avancée puisse arriver à créer de manière extrêmement fugitive un trou de verre pour apparaître dans notre réalité. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, sans dire que c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être encore une meilleure explication à donner. Alors, il faut d'abord examiner un certain nombre de témoignages qui vont nous mener sur la voie. Tout d'abord, il est clair que la grande majorité des témoins d'OVNI nous montrent que cette technologie fait appel à des déplacements anti-gravité. Hein. On sait aujourd'hui, on sait faire des calculs que si effectivement des engins maîtrisent la gravité par déformation de l'espace-temps, la personne qui se trouve à l'intérieur de l'engin n'a pas à supporter les accélérations phénoménales qui sont apparentes depuis l'extérieur. C'est-à-dire que la personne, le pilote qui se trouve à l'intérieur de l'engin, lui, il ne subit pas ces accélérations-là. Hein. Et d'après ce que je vous disais tout à l'heure, en plus, l'OVNI, à son niveau, s'il n'est pas trop densifié, il pourrait même se déplacer par la pensée. Alors, comme on est dans une situation intermédiaire entre la densité où on se déplace par la pensée et la densité où on se déplace mécaniquement, je suppose qu'entre les deux, il faut avoir une technologie qui fait que progressivement, l'interface avec cette histoire-là se transforme en véritable interface symbiotique avec le cerveau. Alors, on a donc tous les phénomènes qui défient apparemment les lois de l'inphysique semblent montrer qu'on a bel et bien un phénomène de dédensification, c'est-à-dire le passage d'une densité à une autre. Donc, à part la fuite instantanée, il y a toute forme d'instabilité, y compris l'effet de feuilles mortes, mais aussi les fusions, les démultiplications, les divisions d'OVNI et les changements de forme montrent qu'on a un phénomène de dédensification de la matérialité, c'est-à-dire qui reste visible avant de disparaître totalement. On a une dématérialisation réelle à partir du moment où la densité devient telle que la matière n'est plus visible. On a, alors par contre cette fois-ci au niveau des expérienceurs, des indices de dilatation probable du temps qui sont donc directement liés à la dédensification, comme le moteur tout seul remis en marche, les lieux anormalement déserts, le silence de l'environnement, le métal transparent, etc., etc. Alors moi, quand j'ai découvert dans un livre beaucoup de témoignages où on parle de lieux anormalement déserts, c'est-à-dire que ça peut être au centre d'une ville ou dans une route très fréquentée, la personne se trouve à l'arrêt ou dans sa voiture, et tout d'un coup, il y a comme un effet, on appelle l'effet Oz, et il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune voiture qui circule, et la personne observe un ovni et a l'impression d'être sous l'influence de cette observation. Et ça paraît a priori complètement délirant. Comment est-ce que l'OVNI aurait pu faire disparaître toutes ces voitures, toute cette circulation? Et en fait non, parce que si on dilate le temps, moi je l'ai fait en faisant de la vision artificielle, ça m'arrive souvent de dilater le temps, et ben vous créez une réalité dans laquelle tout ce qui est rapide disparaît parce que ça se retrouve moyenné. D'accord? Hein, si vous prenez un temps comme ça qui en réalité en vécu est comme ça, hein, le temps ressenti, c'est le nôtre. Et si en fait, au lieu de ressentir ce temps-là, vous ressentez ce temps-là pendant le même temps, eh bien, tout ce qui a défilé là, ça disparaît complètement de votre champ. Donc, ça serait pareil. Le silence de l'environnement, c'est normal. Tous les bruits sont forcément atténués. C'est-à-dire, il y a une intégrale de tous les bruits, il y a une intégrale de tous les déplacements qui les fait disparaître dans le phénomène de dédensification. Métal transparent, distorsion du son de la voix, c'est normal puisqu'on est dans une fréquence différente. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes qui paraissent complètement délirants, mais à partir du moment où on raisonne en termes de temps dilaté, alors je ne sais pas quel est le facteur, si c'est 1 sur 100, 1 sur 1000, bon, ça il faudrait voir, redeviennent rationnels. Alors, donc comme je vous disais tout à l'heure, d'où vient cette dédensification? Est-ce qu'on fait appel à un trou de verre? Ça me paraît, je l'ai proposé, c'est une explication plausible.
Mais au vu de ce que nous allons voir maintenant, vous allez voir, c'est une explication qui me paraît encore insuffisante. Et parce que, en fait, les témoignages de phénomènes ovnis sont fortement liés à la conscience. Hein. Et alors, souvenez-vous, c'est pour ça que j'ai introduit les expériences de mort imminente avant, parce que, en fait, vous allez vous apercevoir que les interférences entre les ovnis et la conscience humaine ressemblent quelque part à mettent en jeu des propriétés qu'on observe lorsque la conscience est en dehors du corps, ou peut-être pas complètement, mais se retrouve dans une situation intermédiaire. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on est hors de son corps et qu'on vit une amie, on a la sensation d'être en télépathie, c'est-à-dire on n'a pas besoin du cerveau pour communiquer avec les personnes qui se trouvent, ou entités qui se trouvent autour de nous, et pour entendre les conversations qui ont lieu dans la table d'opération. Donc la sensation de commander à l'OVNI fait partie du fait que, effectivement, dans un état dédensifié, l'espace et le temps n'existant plus vraiment, il peut y avoir une relation directe entre l'OVNI et la personne qui vit le phénomène. La capacité à zoomer, donc on est là dans les propriétés de la conscience qui nous rapprochent des conditions finales. On ne s'intéresse pas à un sujet, on s'y retrouve en face. À un objet, paf, on se retrouve en face. La sensation d'être observé ou contrôlé, la relation télépathique, donc l'effet coton, ose, l'état de conscience altéré, bon, etc. Enfin bon, là, d'autres que moi vont vous en parler mieux que moi tout à l'heure. Il y a un certain nombre d'indices tout à fait puissants de dédensification locale de l'espace-temps, avec présence de temps dilaté ou de semi-extraction du temps, qui laisse véritablement penser que les ovnis ont une technologie qui permet de dédensifier localement l'espace-temps. Alors maintenant, voilà, donc avant de conclure, voilà, je vais vous donner quel est mon point de vue maintenant sur la technologie, puisque le titre de ma conférence c'est « Est-ce qu'une rétro-ingénierie des phénomènes extraordinaires est possible ?» Eh bien, je suis séduit, je ne suis pas sûr, bien sûr, on est en recherche là, on émet des hypothèses, je suis séduit par l'idée que les ovnis disposeraient d'une source de rayonnement rendue quantique par différents procédés. Hein. On sait rendre quantique des électrons en les faisant passer à travers les fentes de Young. Hein. On peut très bien envisager que les ovnis auraient une source de rayonnement qui serait rendue quantique. Alors qu'est-ce qui se passe si la source de rayonnement est rendue quantique? Eh bien, ce qui se passe, c'est que la scène qui est qui est couverte par ce rayonnement ne peut plus être décohérée, puisque le rayonnement qui vient de l'extérieur, donc de l'espace-temps, qui normalement sert à bien déterminer, à bel et bien informer tout ce qui se trouve sous cette influence, eh bien, il semblerait qu'il y ait un rayonnement prépondérant qui vienne empêcher que la position de tous les objets de cette zone-là soit bien déterminée, du fait que la source quantique empêche de déterminer quelle est cette position-là. Parce qu'en fait, le phénomène de décohérence, qui explique même la nature de l'espace, hein, la nature, c'est un phénomène qui fait que, je veux dire, par exemple, même si vous enfermez quelqu'un dans une boîte, alors peut-être pas très profondément sous la terre, hein, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a peut-être les pyramides ont une fonction, mais si vous enfermez quelqu'un dans une boîte hermétique, il ne subit plus, a priori, de rayonnement. Si, en réalité. Quel est le principal facteur de décohérence des objets même enfermés? C'est le rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique est un facteur de décohérence. Mais si vous utilisez un procédé qui, au lieu de chercher à enfermer dans une boîte de manière à l'extraire carrément de l'espace-temps, puis en plus il y aurait de toute façon le rayonnement thermique de la boîte elle-même, d'accord? Donc c'est pas bon. Si vous arrivez à non pas enfermer, mais à soumettre une zone locale de l'espace-temps à un rayonnement qui cette fois-ci est quantique, donc il peut arriver à compenser le phénomène de décohérence qui empêche que la position de toute matière à l'intérieur de cette zone soit déterminée. Et à ce moment-là, c'est équivalent, ça revient au même que de dédensifier
que de dilater le temps. C'est-à-dire qu'il existe une relation directe entre le fait de faire en sorte que l'information à l'intérieur d'un système devienne dédensifiée, c'est-à-dire non informée, et le fait de dilater le temps, parce que le temps émerge lui-même du phénomène de décohérence. Donc si on n'arrive pas à faire la décohérence, on dilate le temps. Et donc ça veut dire que tout ce qu'on met à l'intérieur de cette zone-là, qui subit ce rayonnement de source quantique, se retrouve d'une façon intermédiaire, hors du temps, et ça pourrait expliquer... De toute façon, il faut bien expliquer. Et donc, si on considère que les ovnis sont des réalités, que les EMI sont des réalités, etc., je fais appel à ce que Jacques Vallée appelle son théorème d'existence. Faut chercher à regarder d'abord ce qui est réel. Et on parle de ce qui est réel, alors, ok, cette source de rayonnement quantique, ça a l'air un peu... Bon, on ne maîtrise pas bien, n'empêche qu'on n'a que ça. Donc, ça veut dire que les scientifiques doivent bosser là-dessus. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour identifier le fait qu'à l'origine du phénomène OVNI, on a une technologie qui fait probablement appel à une source de rayonnement aux propriétés quantiques qui permet de dédensifier localement l'espace-temps. Bon, là, j'en ai dit assez. Je vais passer là-dessus et conclure. Donc là, je parlais de l'élusivité, mais on y reviendra aux questions. Et donc, ma conclusion, c'est ma vision de la réalité. Donc là, je vais me lire, parce que c'est quelque chose qui doit être presque appris par cœur. Donc, selon moi, les expériences extraordinaires, les ovnis, le chamanisme, les expériences de mort imminente, sortie du corps, nous montrent des réalités correspondant à des densités d'informations intérieures, où les lois physiques ne sont défiées qu'en apparence, parce que la navigation par la conscience traduit simplement la causalité inverse, la cause finale étant l'intention, qui existe déjà dans notre densité, sinon il n'y aurait pas de synchronicité. Le temps n'existe pas, la sensation du temps correspond à une vague de densification de la conscience collective, qu'on appelle l'incarnation, qui vient modifier localement la réalité à une ou plusieurs époques simultanées. Et il pourrait y avoir plusieurs vagues possibles, c'est-à-dire actuellement certaines parties de notre passé qui pourraient être jouées, pourquoi pas, mais là, nous ne sommes pas notre corps, ou pas plus non plus que notre conscience, et nos visiteurs font probablement partie de notre famille d'êtres. Il faut arrêter de parler d'extraterrestres. Ils s'intéressent à nous d'une manière telle qu'on a plutôt l'impression que ce sont des parents et qu'on est des bébés. Et que si on a bien écouté la conférence de Najib ce matin, on se rend bien compte qu'il y a des personnes, des gens, on ne sait pas quoi, qui s'intéressent à nous parce que bébé fait des bêtises dans son parc. Normalement, ce sont des parents qui font ça. Donc leur origine la plus probable, à mon avis, est notre futur. Donc là, ce sera une origine parentale. Mais on ne peut pas exclure d'autres origines ou planètes. Donc, ça peut être aussi des sbires de nos parents. Il y a probablement une très grande densité probable, diversité probable d'origine de tous ces ovnis dont il faudrait, à mon avis, arrêter de les appeler extraterrestres. La plus grande leçon que l'humanité doit assimiler, c'est que nos pensées et nos états de conscience créent notre réalité. Je n'ai pas trop insisté là-dessus parce que ce n'était pas le sujet, mais c'est quand même le plus important, malgré l'apparence du contraire pour le commun des mortels. Et la compréhension de cette leçon est fondamentale pour sortir l'homme de sa caverne et lui faire retrouver des qualités morales et spirituelles humaines normales. Amour, compassion, don de soi, etc. Je vous remercie. Pour les questions. Merci Philippe. Il nous reste 10 minutes, on va pouvoir prendre une ou deux questions si tu veux bien. Je voudrais juste ajouter un petit mot, si vous permettez, parce que
C'est très important que quelqu'un comme Philippe s'intéresse à tous ces phénomènes qui autrefois étaient complètement méprisés par les scientifiques, étaient complètement ignorés. Hein. Donc Philippe fait partie des rares physiciens au monde, on peut dire, à s'intéresser à ces phénomènes-là. Et je voudrais dire qu'il y a une semaine, justement, jour pour jour, enfin samedi dernier, s'est tenu à Paris un grand colloque qui était très important, où il a été question d'expériences de mort imminente et de sortie du corps. Et justement, il a été question du livre Voyage aux confins de la conscience, qui a été présenté par ses auteurs, donc Sylvie Détiola, Claude-Charles Fourier, qui anime l'Institut de Suisse des sciences noétiques à Genève, avec leur sujet d'étude, Nicolas Fraisse, qui est un jeune homme qui vit spontanément des expériences de sortie du corps, et qui a donc été testé en laboratoire. Donc le livre, peut-être vous avez vu, il a été préfacé par Frédéric Lenoir. Et donc samedi dernier, dans la grande salle de la Mutualité, devant 1700 personnes, Frédéric Lenoir a présenté ce livre et ses auteurs et donc son sujet d'étude. Ce qui montre que aussi, non seulement les scientifiques, mais aussi certains philosophes prennent ces questions au sérieux aujourd'hui. Ce sont des sujets qui sont incontournables. C'est une réalité pour laquelle on dispose vraiment d'éléments tout à fait tangibles. Et donc c'est tout à fait encourageant, je trouve, que quelqu'un comme Frédéric Lenoir, qui est en plus une personnalité quand même reconnue dans ce domaine-là, prenne la parole là-dessus. On a très peu de philosophes qui s'intéressent à ces questions-là. On va entendre tout à l'heure Jean-Jacques Jaillat. Jean-Jacques Jaillat qui fait partie des contributeurs d'OVNI et Conscience, le livre dirigé par Fabrice Bonvin, et je me permets de citer aussi la contribution dans ce même livre OVNI et Conscience du philosophe Philippe Solal, qui est également tout à fait majeur. Alors comme il nous reste 10 minutes, je propose qu'on prenne quand même une ou deux questions dans la salle, si vous voulez bien, à moins qu'il n'y ait pas de questions. Et comme ça, vous aurez d'autres questions à poser éventuellement ce soir lors de la table ronde. Je peux répondre aux questions aussi individuellement. Je suis là-haut, enfin je traîne ouais, dans on se prend quand même 5-10 minutes là ici, et puis ensuite on aura un quart d'heure de pause. D'accord. Hein, okay. Donc je fais tourner un micro ici, et puis il y en aura un autre là-bas. Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai l'occasion de travailler dans les services de réanimation et j'ai observé depuis très très longtemps, quand des gens sont, disons, proches de la mort, que leur famille est épuisée, etc., qui disent, bon écoutez, moi je vais me reposer si vous permettez un petit peu tout ça, et qu'on vient parler avec ces patients qui pourtant sont dans un état de coma, et qu'on leur dit, vous êtes fatigués, je comprends, vous en avez assez, enfin bref, tout ce discours, on leur dit, je vais vous aider, vous allez vous détendre un petit peu, on les met dans une chambre à part, et on leur donne en quelque sorte une autorisation de partir, et l'infirmière n'a pas le temps de préparer la perfusion que le malade est mort. Et la question Ben, la question, c'est que je pense précisément que ça, je sais pas, moi je m'intéresse beaucoup à la physique quantique et je pense effectivement que leur programme est déjà fait en quelque sorte et que le fait de leur donner ce signal, oui, vous pouvez partir, parce qu'il y a la notion de peine, hein, la personne elle résiste pour ne pas abandonner, si vous voulez. Oui. Alors, oui, une chose que je n'ai pas expliquée, c'est la raison pour laquelle la conscience survit après la mort. Je pense que c'est important. La raison principale, c'est que donc, tout porte à penser que la conscience est d'ontologie quantique, c'est-à-dire elle est de nature quantique, c'est-à-dire l'information de la conscience, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, mais ça n'empêche pas d'être semi-matériel, c'est-à-dire que c'est un potentiel de matérialisation. C'est-à-dire que c'est le système d'exploitation non matériel qui régit l'être vivant que nous sommes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au sujet du billard, il est faux de penser qu'un être vivant puisse être déterminé mécaniquement. S'il n'est pas déterminé mécaniquement, ça veut dire qu'il y a d'autres couches d'informations qui interviennent pour le déterminer. Et c'est ce qui expliquerait le fait que les êtres vivants arrivent à maintenir leur entropie, c'est-à-dire un niveau d'ordre élevé. Et donc, pourquoi est-ce que la conscience survit après la mort? Parce que la nature de l'information quantique est d'être indépendante de l'espace et du temps, et donc le temps n'a pas prise sur cette information-là.
c'est la raison aussi pour laquelle Thibaut Damour, notre académicien quand même le plus en vue en France, nous dit la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est devenu rationnel de considérer que la conscience survit à la mort. C'est devenu rationnel, tout simplement parce que d'abord, c'est pas seulement parce qu'on a plein de témoins qui nous montrent ça à travers les EMI ou les sorties du corps, c'est parce que physiquement, c'est devenu la théorie la plus rationnelle. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'il y a deux choses complètement différentes. Ça ne les empêche pas d'être connectés, bien entendu. La conscience est connectée au corps. Si on trouve des corrélats cérébraux entre l'activité cérébrale et la conscience, et tout ça traduit simplement la connexion entre le corps et la conscience, mais il est extrêmement réducteur, il est même ridiculement réducteur. Ce que je veux dire, les neuroscientifiques qui osent dire que la conscience est le produit du cerveau, aujourd'hui, ils se ridiculisent parce qu'ils se font apparaître comme des ignorants qui ne s'intéressent qu'à leur autorité personnelle, leur ego personnel, et qui se fichent complètement des résultats de la physique. Alors, Madame veut réagir là, je lui passe le micro. Oui, merci. J'aurais du coup rebondi sur la question de la dame. Je rebondis sur la question de la dame en vous demandant comment on définit du coup, par quels paramètres scientifiques, comment on définit la conscience. La conscience n'est pas un paramètre. Hein. On peut paramétrer éventuellement ses propriétés. Dans la conscience, il y a une part qui sera de toute façon à jamais incompréhensible, c'est de l'ordre de l'esprit. Hein. Certains l'appelleront Dieu. Là, vous avez vu que j'ai défini trois densités. En réalité, dans mon modèle de base, je définis 4 mondes. Et ces 4 mondes, on rejoint tout simplement les traditions ésotériques les plus anciennes. Hein. J'ai un ami qui est un grand maître hindouiste qui a écrit beaucoup de livres pour faire la synthèse entre les religions monothéistes et les religions hindouistes et bouddhistes. Et il aboutit à la conclusion qu'il existe 4 mondes. D'accord ? Donc on retrouve... j'ai fait des conférences avec lui, hein, et on est tombé complètement d'accord. Vous trouverez même des références sur mon site web, doublecause.net, à ce sujet. On a la densité physique, on a la densité de la conscience qui correspond aussi à la conscience collective, on a la densité qu'on appelle souvent la conscience universelle qui correspond à celle du soi, du multivers ou de l'inconscient collectif de Jung, et on a la conscience divine. Et donc là, on n'est plus dans l'espace-temps, on est en dehors de l'espace-temps. Là, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, que certains appelleront Dieu, à moins de dire qu'il y a encore d'autres niveaux au-dessus, ce que je pense d'ailleurs, hein, sauf qu'il est plus humble, plus sage, de résumer ce qui se trouve en dehors de notre réalité. On emploiera le mot qu'on voudra, mais je pense que le mot esprit convient bien aux Français en général. Hein. Les anglo-saxons, ils ont un problème avec leur mind spirit, mais nous, on n'a pas de problème avec le mot esprit, je pense. Donc gardons le mot esprit pour décrire tout ce qui est de l'ordre de ce 4e monde. Et ces 4 mondes sont également décrits par la Kabbale, d'ailleurs. Vous remarquerez qu'il y a d'ailleurs une analogie entre la Kabbale et la théorie que je propose. C'est pas fait exprès, hein. C'est parce qu'il y a bel et bien 4 mondes et qu'il y a bel et bien 3 centres pour la conscience, donc 3 x 4, 12. Et quand on s'intéresse que à ce qui est dans l'espace-temps, ça fait plus que 9, mais comme il faut rajouter le temps, ça fait 10. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci. Allez, on a le temps pour une question, peut-être 2 si on répond rapidement. Oui, je voudrais savoir, vous avez parlé des différentes densités. Laura Knight, son mari, c'est Archius Jazik, oui, qui est un proche de Jacques Vallée. Et oui, dans l'ouvrage consacré notamment aux extraterrestres, ces mondes qui nous gouvernent, Laura Knight parle des extraterrestres comme étant des êtres de la 4e densité.
il parle beaucoup de passages, éventuellement des êtres humains de 3e à 4e densité, et ces êtres nous domineraient parce qu'ils seraient dans la 4e densité. Oui. Est-ce que vous apportez votre caution, entre guillemets, scientifique à ces théories, où effectivement Laura Knight est Chanel, mais en même temps son mari est un physicien. Donc voilà, je voudrais connaître votre opinion à ce sujet. Merci. Bon, moi j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, hein. J'ai lu certains de leurs écrits. Arcadius, j'aime bien, mais il est trop matheux. Moi personnellement, je ne pense pas qu'on puisse sortir de la physique de son ornière en restant dans les équations. C'est-à-dire, pour moi, les équations sont justement ce qui limite aujourd'hui les progrès de la physique moderne. On peut pas. Bon, c'est probablement à cause de mon expérience des cerveaux, hein, des réseaux de neurones, puisque j'ai développé des réseaux de neurones artificiels. On ne peut pas mettre en équation un réseau de neurones. Donc, si l'univers est un vaste cerveau, on ne peut pas mettre l'univers en équation. Ça ne veut pas dire que les équations sont pas inutiles. Bien sûr qu'elles sont extrêmement utiles. Il y a une complémentarité entre les équations et les algorithmes. On ne peut pas non plus mettre en équation un billard, d'ailleurs. Alors, c'est le fait de vouloir tout mettre en équation qu'on n'a pas compris qu'il y avait des dimensions supplémentaires à l'espace, sauf pour la théorie des cordes, mais on ne comprend pas, on ne sait même pas interpréter les dimensions de la théorie des cordes. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la physique a besoin de retrouver son cerveau droit, et qu'on peut retrouver le cerveau droit de la physique en faisant appel à tout ce qui est créatif, innovation, etc. Et l'informatique, l'algorithmique, l'intelligence artificielle vont nous apporter, à mon avis, pour ce qui concerne la voie d'évolution positive, donc les éléments qui vont permettre à la physique d'évoluer et de réintégrer donc, le bon sens concernant donc, l'évolution de l'espace-temps. Mais donc, pour finir, donc j'apprécie beaucoup les deux personnes dont vous m'avez parlé, mais je ne peux pas être en complète affinité avec tout ce qu'ils disent, parce que ça fait appel à, effectivement, des sources de channeling diverses et variées, qui pour moi sont sujettes à caution. Ça ne veut pas dire que j'élimine, hein, il y a peut-être des bonnes sources de channeling, mais moi, personnellement, dans ma recherche personnelle, j'essaye de ne pas faire appel à ce genre d'informations. Alors, une dernière question rapide de monsieur ici, et ensuite on fait la pause. Oui, je voulais vous demander une petite précision sur ce que vous avez décrit sur les EMI tout à l'heure. Vous parliez des possibilités de choix de retour en arrière associées à une guérison. Oui. Est-ce que vous avez un certain nombre de conclusions à tirer de ça? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un phénomène de réversibilité, puisqu'il y a un choix de retour en arrière, et qui peut être aussi interprété comme vraiment une manifestation du libre arbitre absolu. Donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Merci. Moi, je pense que lorsque la conscience se retrouve hors du corps, donc elle n'est plus tout à fait mécaniquement déterminée par la mécanique du cerveau, elle a la possibilité de choisir sa ligne temporelle hors du temps, puisqu'elle est dédensifiée, elle n'est plus connectée au corps. Donc elle a le droit de remonter le temps et au passage de faire remonter le temps au cerveau. Il y a de nombreux témoins de phénomènes ovnis qui d'ailleurs disent qu'ils ont vécu des décalages temporels, soit des sauts dans le futur pour la plupart, mais dans certains cas on a des sauts dans le passé, ce qui est peut-être un petit peu plus délicat. Mais oui, ça je ne l'ai pas dit, mais on ne peut pas envisager de changer le futur sans changer au moins un petit peu le passé. Très bien, on s'en tient là. Voilà. On marque 15 minutes de pause, on se retrouve à 15h20. Un grand merci encore à Philippe.